Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Nous allons commencer tout de suite par un petit résumé de la semaine qui s'achève avant de se projeter sur ce qui nous attend la semaine prochaine et de voir au niveau des marchés comment tout cela a évolué ces derniers jours. On va d'abord commencer par un constat global pour la zone euro au niveau des statistiques qui sont tombées cette semaine pour la zone euro. Plutôt de bonnes factures pour la zone euro. On se souvient de l'indice ZIU, donc le fameux sentiment économique pour l'Allemagne qui est ressorti supérieur aux attentes. On a également eu le FMI qui a redressé cette semaine, ces perspectives de croissance de 2021 donc pour la France. Outre-Rhin, pour l'Allemagne, ce sont les conseillers économiques du gouvernement qui ont rehaussé les perspectives de croissance pour le pays également, mais surtout qui ont prévu une croissance en fait pas pour cette année tellement forte, mais l'année prochaine une croissance plutôt solide. Donc ce qui donne un sentiment pour la zone euro aussi, des perspectives pour la zone euro de croissance 2022 relativement solide, donc plutôt un bon signe pour les marchés normalement. Et puis on a eu en fin de semaine là des chiffres sur la production industrielle au niveau de la zone euro qui sont également ressortis supérieurs aux attentes. Donc sur l'aspect macro zone euro, on a plutôt des bonnes choses cette semaine. Les indices européens d'ailleurs, les indices actions, le CAC, le DAX, se sont bien tenus, ont même marqué de nouveaux points hauts, donc pas de vrais nuages pour l'instant sur la partie européenne et c'est tant mieux. Quelques bons signaux également sur le front des matières premières. On a une détente cette semaine, vous l'avez vu. Alors c'est pas phénoménal, mais une détente qui s'est poursuivie d'abord au niveau mondial. Si on prend d'abord les cours du charbon par exemple pour la Chine, ça s'est toujours replié. Donc la pression sur les coûts de l'énergie en Chine diminue, ce qui est plutôt pas mal donc pour les questions inflationnistes et surtout pour le fonctionnement des entreprises qui sont moins soumises à des coupures de courant. Pour la partie mondiale toujours, on a un gaz qui s'est un petit peu replié aux États-Unis, un prix du gaz donc sur les marchés qui s'est replié aux États-Unis et un petit peu en Europe également, même s'il y a toujours l'ombre de la Russie qui plane derrière avec un positionnement qui n'est pas très clair, où en plus viennent se mêler des éléments géopolitiques. On voit que la pression là, enfin de croître avec la Russie, apparemment les renseignements américains auraient indiqué à l'Europe que la Russie pourrait préparer certaines opérations militaires en Ukraine. Donc ça, le gaz a quand même réussi à baisser dans ce contexte-là, mais on sent bien que la situation reste quand même relativement fragile sur l'évolution des prix. Il suffirait qu'il y ait une tension géopolitique forte à un moment donné et inattendue pour que le risque, pour que le prix du gaz reparte un petit peu à la hausse. Donc cette semaine en tout cas, les matières premières globalement, si on prend l'indice mondial des matières premières, il s'est replié d'à peu près 5% par rapport à ces points hauts d'il y a quelques jours. Donc on a quand même un repli, pas que cette semaine, c'est le repli global des matières premières de 5% depuis le point haut touché cette année. Donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui pourrait commencer à laisser penser d'ailleurs que nous commençons à arriver un petit peu au pic de tout ce qui est pression sur les prix en fait, les indices de prix à la consommation, de prix à la production. Pourquoi? Parce qu'on voit que également au niveau mondial, le prix du transport maritime continue de diminuer et donc on a comme ça des facteurs qui ont beaucoup progressé les mois précédents et qui là depuis quelques temps, depuis quelques semaines, semblent commencer à se tasser un petit peu, et ce qui pourrait donc aller dans le sens effectivement d'un schéma où les prix à la production et les prix à la consommation, donc tout ce qui est inflation notamment, commenceraient peut-être à plafonner un petit peu, parce que tout le monde a vu cette semaine, le chiffre de la semaine, c'est sûrement le chiffre d'inflation aux États-Unis qui est ressorti à 6,2% en progression annuelle, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis 3 décennies. Donc absolument gigantesque, avec une progression de la partie corps également, de la partie hors alimentation et hors énergie, et effectivement ça fait réagir la Maison Blanche, la Maison Blanche qui indique qu'on est sur des niveaux d'inflation en gros qui ne sont pas acceptables et qu'on ne peut pas garder ça longtemps, et on sent bien donc toute la difficulté au niveau des États-Unis, c'est que vous avez d'un côté la Banque centrale américaine qui continue de faire le pari d'une inflation transitoire. Alors oui, bien sûr qu'elle sera transitoire cette inflation, elle ne peut pas rester comme ça pendant encore plusieurs années sur de tels niveaux, mais tout le monde remarque globalement que cette transition est plus longue que prévu. Certains membres de la Fed le reconnaissent à demi-mot qu'on a une inflation plus forte et plus durable qu'anticipée, mais conserve toujours le terme transitoire qui est de dire oui, mais dans tous les cas, ça ne va pas s'installer sur du long terme. Voilà, c'est un peu ça ce que veut dire le transitoire, c'est qu'on ne va pas s'installer dans quelque chose de très haut à très long terme. Pour autant,
ça ne veut pas dire que la Fed ne peut pas ou ne va pas réagir. Même si elle considère que c'est toujours transitoire, on a quand même vu que le marché obligataire a réagi cette semaine. Le taux 10 ans américain, lorsque le chiffre d'inflation a été communiqué mercredi, eh bien, le taux 10 ans américain a pris quasiment 14 points de base en l'espace de quelques heures, ce qui est pas mal. Et puis, on a vu du coup en face les marchés actions qui ont moyennement aimé, les gros indices américains qui sont partis à la baisse, avec une volatilité qui a progressé. Le VIX qui mesure la nervosité sur le principal indice qui est le S&P 500, eh bien, le VIX il est venu chercher la zone des 20. C'est pas une zone dramatique, mais c'est pas une zone qui traduit non plus un calme des marchés actions. C'est une zone qui montre un petit peu de stress quand même, et on voit que des positions ont été allégées sur les gros indices américains. Pourquoi? Parce que le marché se dit, ces gros chiffres d'inflation vont faire que la politique monétaire très accommodante de la Fed va ralentir, et peut-être qu'elle va ralentir plus vite que prévu, peut-être que les achats d'actifs vont être rapidement diminués pour relever les taux, pas en fin d'année prochaine, peut-être plutôt en milieu d'année. Et ça, effectivement, c'est un scénario plus agressif de normalisation monétaire, qui n'est pas forcément celui, encore une fois, qui était dans les cartons jusqu'à présent. Donc voilà un petit peu le goût qu'on a dans la bouche en cette fin de semaine, cette question de l'inflation et des taux. Du côté des éléments, on a décrit les éléments positifs macro pour l'Europe. En Chine, maintenant on va faire un petit tour du côté de la Chine, il y a du bon et du moins bon sur la Chine. Le bon, ce qui va mieux en tout cas, donc on le disait tout à l'heure, déjà le prix, la baisse du prix de l'énergie. Ça, c'est bien pour les entreprises. Bon aussi, on a des chiffres cette semaine qui ont montré une progression de la masse monétaire M2, une progression d'une année à l'autre, octobre 2021 par rapport à octobre 2020, et une progression plus importante que les mois précédents. Donc il laisse penser que au niveau du crédit par exemple court terme, ça s'est un petit peu développé. Donc ça, ce genre de choses, les marchés aiment bien en général. Ça montre que la Banque centrale soutient la situation. Une situation qui est tendue, comme vous le savez, en Chine, par rapport à des cas de Covid, une résurgence du cas de Covid qui entraîne des confinements dans certaines villes. À quelques mois des Jeux, la Chine ne veut pas d'épidémie, donc c'est une politique de tolérance zéro. Mais le fait de voir effectivement la Banque centrale chinoise potentiellement soutenir par des injections qui soutiennent donc le crédit, notamment à court terme, eh bien ça c'est un élément plutôt positif. On a également vu là aujourd'hui l'application de VTC qui s'appelle Didi en Chine, donc la plus grosse application de VTC, qui indique potentiellement qu'elle pourrait remettre son application en place. Souvenez-vous qu'au mois de juillet dernier, l'application a été suspendue par les autorités chinoises dans ce fameux coup de torchon réglementaire très important qu'on a vu se faire sur les secteurs comme l'enseignement en ligne, comme les valeurs technologiques ou autres. Et bien là, il semble que certaines valeurs, notamment Didi par exemple, certaines entreprises indiquent que pouvoir remettre en route certaines choses. Donc comme si ça se détendait un petit peu, comme si la Chine effectivement ne voulait pas aller trop loin non plus dans cette mesure, il avait quand même besoin que la visibilité s'améliore pour les investisseurs, pour le marché action, pour pas mal de choses. Donc ça c'est plutôt des signaux positif, j'ai envie de dire, pour la Chine. Ce qui reste toujours très dangereux, c'est le principal point noir pour la Chine en ce moment, c'est la question du secteur immobilier. On a des obligations du secteur privé à haut rendement, donc ce qu'on appelle le high yield, qui continue de plonger, c'est-à-dire que le rendement progresse très fort, ce qui fait chuter donc la valeur des obligations parce qu'il y a une vraie défiance sur les entreprises en Chine, en fait, tout simplement. C'est ce que montre cette valeur obligataire qui diminue fortement. Dites-vous qu'on est tombé sous le point bas touché au pire de la crise Covid pour la valeur globale des obligations à haut rendement en Chine, ce qui montre vraiment une défiance forte de la part des investisseurs, et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au risque de faillite. Mais pour autant, la bonne nouvelle quand même, c'est que Evergrande, donc le gros promoteur immobilier, a une nouvelle fois, au dernier moment, payé ce qu'il devait aux investisseurs. Donc, il n'y a toujours pas de défaut pour ce grand groupe immobilier, et on voit que les marchés actions chinois tentent de rebondir un peu par rapport à ça. Les actions du secteur immobilier ont un petit peu rebondi, les valeurs technologiques par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ont un peu rebondi aussi, donc l'impression qu'on est peut-être en train de toucher des points bas sur la cote chinoise, où des actions, on le rappelle, avaient quand même beaucoup plus fortement baissé et n'avaient rien à voir du tout en fait avec les marchés européens ou américains qui battaient des records. Là, à ce moment-là, les actions chinoises, elles partaient à la baisse. Donc il y avait quand même une grosse désynchronisation de trajectoire. Est-ce que les actions chinoises vont enfin toucher le point bas et vont commencer à se stabiliser un petit peu? Il y a quelques signaux positifs. Il faudrait, pour que ce soit beaucoup plus fort, qu'on ait clairement des signaux de meilleure qualité sur la partie immobilière, ce qui reste pour l'instant le point noir. Cette semaine également, un des événements, ça a été les gros mouvements sur Tesla. Donc vous avez vu Tesla, dont le fondateur Elon Musk a annoncé vendre une partie de ses actions. Cette pression qu'on a sur les techs cette semaine, elle s'ajoute donc à la pression liée aux taux en fait. Les taux qui rebondissent, on sait que quand les taux rebondissent de manière assez fortement, ça peut être un problème pour le secteur technologique, ce sont des valeurs de croissance principalement, qui aiment bien généralement évoluer dans un environnement de taux bas.
Pas seulement, hein, les tech peuvent aussi monter quand les taux sont élevés, mais donc quand les taux baissent, ça ajoute un attrait supplémentaire. Il n'y a pas de rendement sur l'obligataire souverain, donc on va chercher vraiment les valeurs à plus fort potentiel, et donc on cherche les valeurs de croissance. Donc quand les taux se redressent, comme c'est le cas cette semaine, eh bien on a vu là aussi que entre les opérations de Musk sur Tesla, qui est désormais une très grosse valeur de la cote américaine, et puis cette remontée de taux, eh bien on a eu un petit peu de nervosité sur la tech. Sur les questions d'actifs, sur le front des métaux, ça a rebondi. Les forts chiffres d'inflation aux États-Unis ont fait rebondir l'or, des plus hauts depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, qu'on est touché sur l'or. Ça a fait rebondir également l'argent. Donc on sent que la thématique métaux, semi-précieux ou précieux a été rejouée par les marchés. Et donc voilà à peu près pour les différentes classes d'actifs, les taux, les actions et les matières premières. Qu'est-ce qui nous attend rapidement la semaine prochaine, en quelques minutes? Eh bien, lundi, on aura toute une série de chiffres sur la Chine. Les ventes au détail, production industrielle et investissement. Donc c'est toujours un triptyque comme ça qui est très surveillé, qui tombe une fois par mois et qu'on doit surveiller, qui va justement nous montrer où en est la Chine en fait, par rapport à toutes ces difficultés qu'elle a traversées récemment. Est-ce que ça va mieux sur le front de la demande domestique, sur le front de la production industrielle qui est soumise à de fortes pressions liées aux matières premières, au coût de l'énergie, etc. Est-ce que ça va mieux de ce côté-là? Et quid de l'investissement aussi, est-ce qu'il y a des investissements ou pas? Si ça investit, c'est qu'il y a de la visibilité, donc c'est que ça va mieux. Vous voyez, donc bonne série de chiffres à surveiller dès lundi. Mardi, on se verra donc tout ce qui est vente au détail aux États-Unis, là très important ça pour la petite consommation. La consommation, c'est 2/3 du PIB américain, quasiment, donc c'est un chiffre à surveiller. On aura la production industrielle également aux États-Unis qu'on se verra là aussi par rapport à toutes ces questions logistiques, d'approvisionnement, vous voyez, de coûts des matières premières ou autres. Et bien, comment se comporte la production industrielle américaine dans ce contexte-là? C'est un bon repère aussi macro. Et puis tout au long de la semaine, ce sera ensuite mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on aura de nombreux discours de membres de la Fed. Pourquoi c'est important? Parce qu'après le fort chiffre d'inflation qui est ressorti cette semaine à plus de 6,2%, je vous le rappelle, eh bien on va voir comment évolue le discours des membres de la Fed. Est-ce que ce discours va un peu évoluer vers des choses un peu moins accommodantes, ou est-ce que le discours restera de marbre, à savoir c'est transitoire, donc on ne va pas changer pour l'instant trop de choses à court terme. Oui, le tapering est programmé, non les hausses de taux, ne viendront pas tout de suite. Voilà, c'est ça qu'on essaiera de voir la semaine prochaine. Est-ce que le discours des membres de la Fed va se durcir un petit peu ou va-t-il rester constant comme il l'a été ces dernières semaines? Nous aurons ensuite mercredi le chiffre d'inflation au Royaume-Uni, très important. Le Royaume-Uni, vous l'avez vu, fait face à une inflation bien supérieure à la zone euro, liée à des problèmes comme partout, de pénurie, des problèmes de manque de composants, mais qui a été accentué par un manque de main-d'œuvre également. Et ça, effectivement, ça avait généré des déclarations plus agressives de la Banque d'Angleterre, qui finalement n'avait pas relevé ses taux à la dernière réunion. Donc l'inflation au Royaume-Uni sera à nouveau un repère important par rapport aux politiques monétaires, notamment au Royaume-Uni. Jeudi, on surveillera classiquement les chiffres du chômage, des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc ça c'est toujours un repère aussi. On sait que la Fed regarde toujours les questions de l'emploi, mais la Fed a décidé de commencer son tapering, donc son ralentissement d'achat d'actifs, ce mois-ci. Donc je pense que ces chiffres seront, je dis pas un peu moins regardés, il faudra toujours les regarder parce que c'est un bon indicateur de la vigueur économique, mais il me semble que là les critères plus importants que nous avons à court terme, c'est quand même les questions de prix de l'énergie, etc., par rapport à la Fed, par rapport à cette décision de politique monétaire, à ces décisions à venir. Donc le chômage, on le regarde toujours, les inscriptions au chômage, mais il me semble que c'est plutôt du côté des indices de prix qu'il faut continuer à regarder, prix des matières premières ou autres, pour essayer de deviner un petit peu ce que fera la Fed ensuite. Et puis vendredi, nous aurons deux discours de membres de la Fed, celui de la présidente, Christine Lagarde, et celui de Jens Weidmann également. Weidmann qui annonçait, on le rappelle, il y a quelques jours, qu'il ne serait plus président de la Bundesbank d'ici quelques temps, donc voilà, il change, mais en tout cas on l'entendra encore une nouvelle fois. Là aussi c'est intéressant d'écouter ces deux discours par rapport au niveau d'inflation en zone euro. L'inflation est moins forte qu'aux États-Unis, pour autant elle n'est pas mineure, elle évolue déjà depuis plusieurs mois au-dessus des objectifs de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne tolère, elle l'avait dit en amont qu'elle tolérerait de dépasser les niveaux d'inflation pendant quelques temps. Désormais, il convient de voir si effectivement la BCE aussi considère qu'une grosse partie de l'inflation est seulement transitoire, ou est-ce que ce discours va un petit peu évoluer, notamment après les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.